Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Et oui, cette fois-ci je vais m'attaquer sur quelques WWF, enfin un de WWF et deux de WWE. Donc un coffret et deux pochettes. Voilà, donc c'est pour vous montrer et que je vais vous montrer directement tout de suite les coffrets DVD. Voilà. Donc tout d'abord l'anthologie et les deux pochettes de SummerSlam. Alors oui, je les ai pris exactement les doubles qu'il y a dans ce coffret. Parce que je voulais trois en particulier que je n'avais pas. Et celui-là, il était dans mes cadeaux. Donc c'était un peu con, c'est que j'ai pris les deux. Mais du fait que ce sont des originaux, pour moi, ça me plaît quand même. Ça me plaît quand même. Évidemment. Et que au niveau de l'anthologie de SummerSlam, donc, vous voyez bien que je n'ai que le volume 3, parce que je n'ai pas les trois autres, donc le volume 1, le volume 2 et le volume 4, et que celui-là, avec les autres volumes, c'était dans une glacière SummerSlam, vous voyez exactement, dans une glacière de SummerSlam, et que au lieu, on va dire, de voir des boissons avec des petits glaçons, eh ben, c'était que les DVD, simplement. J'ai pas, on va dire, d'autres choses à vous dire, si ce n'est que je n'ai eu que celui-là parce que le vendeur n'avait pas d'autres. Mais bon, c'est quand même mieux que rien et peut-être que j'en trouverai d'autres, des coffrets comme ça. C'est un peu comme avec les anthologies. Il y a les anthologies de Survivor Series, les anthologies du Royal Rumble qui a en particularité le blanc, mais aussi d'autres couleurs comme la rouge, la bleue, la noire peut-être, et encore une autre couleur, mais je ne sais plus. Deux autres peut-être, deux autres couleurs. En version édition limitée, je pense. Édition spéciale, édition limitée, édition collector, ce que vous voulez. Et pareil pour le WrestleMania Anthology, que je n'ai pas, avec les Royal Rumble, sur leur série, bref, ce que vous saviez quoi. Et que l'autre WrestleMania Anthology, c'est exactement comme le premier, mais sauf que la particularité, c'est qu'il est en fait noir et or, signé par le Big Boss lui-même, Vince McMahon, même si je pense qu'il va reprendre son poste, cet enfoiré, alors que nous, en tant que fans, on ne veut pas le voir à son poste, parce que je suis sûr qu'il va encore mettre la WWE dans la merde. Et ce n'est pas, on va dire, pour me vanter, mais il veut mettre dans la merde. Certes, c'est un actionnaire, certes, il a tous les droits, peut-être au niveau du booking, et tout ce qui préoccupe, mais honnêtement, on ne veut pas vraiment de lui. Non, 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 non. Ce sera catastrophique. Mais bon, c'est pas de lui qu'on parle, c'est plutôt des SummerSlam. Et que je vais plutôt me concentrer sur un DVD en particulier, en particulier. Voilà, tous les rififi. Et bien sûr, il est en anglais, hein, donc si vous voulez que ce soit en français, vous serez mal servi, car il est spécialement en anglais. Et pareil pour les autres comme ça en volume. Et il dure 13h22. Hein. Voilà les DVD. 98, 99, 2000, 2001 et 2002. Donc vous voyez, j'en ai deux en double, mais ce n'est pas grave du tout. Je vais plutôt me concentrer sur l'année 98. Ah bon, je vais vous montrer l'image comme ça. Donc l'année 98. Ah ben c'est celui-ci. Alors j'aurais besoin d'un truc pour bloquer ça. Donc pourquoi pas. Voilà comme ça. Peut-être que ça va bloquer. Merde. Alors la liste des matchs. Voilà la liste des matchs. Alors tout d'abord, un qui ne figure même pas sous la carte. D'ailleurs, il figure même pas du tout. Ah non, non, 3 qui ne figurent pas sur la carte. Qu'est-ce que je raconte? Donc, ça commence déjà par un match par équipe entre Too Much, Brian Christopher et Scotty Taylor. Donc, The Great Master Sexy, Scotty 2 OT, donc les Too Cools. Et là, c'était les Too Much. Contre LOD 2000, Animal et Hawk avec Droz.
C'est tout match qui remporte le match. Parce que, vu comment je m'en rappelle pas du tout d'avoir vu ça, et pourtant, il le met comme ci, comme ça, quoi. Donc, ce match-là, ben, 3,10. Ensuite, Gangrel contre Dustin Rhodes. Enfin, Dustin Runnels. Je pense que c'est Dusty Rhodes également, ou alors... ouais, c'est Dusty Rhodes. Eh ben, pourtant, malgré ses multiples efforts à mettre à mal Gangrel en plein match, eh ben, il se fait battre par ce dernier. Donc, c'est victoire de Gangrel. Et ce match-là, 3,20. Et pour en terminer pour les matchs qui ne sont pas dans le kick-off, The Disciple of Apocalypse avec 8 Balls et Skull contre... enfin, avec Paul Henring contre Bradshaw et Vader. Eh ben, c'est Disciple of Apocalypse qui remporte le match. Direct, d'office. Ce match-là, ben, 3,20 également. Et maintenant, ben, la carte principale. Match pour le titre européen. Oui, entre D'Lo Brown et Val Venis. Donc oui, celui qui a fait des films pour adultes. Mais je ne vais pas toujours me détailler sur lui tout simplement. Et que peut-être qu'il... je ne sais pas s'il a déjà été champion européen, Val Venis. Peut-être dans les palmarès de champion, il est peut-être champion, mais que ce soit champion intercontinental ou champion européen, peu importe lequel, bref, ça reste à voir, à voir. Et que pendant le court instant, c'est D'Lo Brown qui remporte le match, mais pas de la bonne des manières, car Val Venis, ben, il a décidé de franchir la porte de sortie en prenant peut-être la ceinture ou une chaise pour frapper Val Venis, enfin frapper D'Lo Brown et pas lui-même, pas Val Venis lui-même, pour se faire disqualifier. Donc c'est D'Lo Brown qui remporte par disqualification. Ce match-là, ben, encore 3,20. Désolé, je suis obligé de mettre un 3,20. Ensuite, un match handicap. Donc The Auditors, donc Giant Silva et Golga, avec Luna Vachon et Shaggy Doudop et Violanji contre Kentai, donc Nick Togo, Mensteyo Sho, Funaki Takamishinuku, accompagné par Yamaguchi-san. Donc, qu'est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Eh ben, c'est les Auditors qui remportent le match handicap contre les Kentai. Ouais, direct, hein, direct, je vous dis direct, parce que vu comment il s'est passé tellement de choses dans ce match, bon, pas de fait marquant. Donc, quand il n'y a pas de fait marquant, c'est un peu normal que je dise ça. Et pourtant, je devais normalement le dire, mais sauf que j'ai préféré tout simplement pas me mouiller à ce genre de truc. Donc, ce match-là, allez, 3,5. 3,5, ça peut aller valer le coup. X-Pac accompagné par Howard Finkel contre Double J, donc Jeff Jarrett, accompagné par Debra, enfin, pas Debra, c'est Dennis Knight et Mark Country, correspondance, cheveux contre cheveux. D'accord, match traditionnel, RER match quoi, pour les cheveux. Ouais, je vois le genre. Et que ben, l'un des deux va perdre ses cheveux. C'est fort évident. Et que j'espère que c'est peut-être Double J que Dennis Knight et Mark Canterbury. Même si je me rappelle qu'il était beaucoup aidé. Donc il était aidé, il était bien entretenu. Mais après, je crois que j'ai un petit trou dans le match. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai un tout petit trou. Et que ça a peut-être posé problème pour moi. C'est plus pour moi que pour vous. Mais que je pense qu'il faut regarder plusieurs fois pour mieux comprendre ce qui est. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est X-Pac qui bat Jeff Jarrett. Et que normalement, il devrait se faire couper les cheveux. Et je crois qu'il va pas le faire. Je pense qu'il va pas le faire. Hein.
Normalement, c'est ça ce qui va pas le faire. Ou alors est-ce que c'est une feinte? Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, peut-être qu'il se fait pas raser les cheveux. Ou alors peut-être qu'il faut regarder sur internet pour voir si j'ai raison ou pas. J'ai pas envie de me tromper, hein, pour être honnête, mais je pense peut-être qu'il se fait raser les cheveux, hein, Jeff Jarrett. Hein. Je pense, hein. Bref, c'est pas grave. 3,20. 3,20. Rien à faire. Et que j'avais oublié de dire, Michael Cole interview Mankind. Ensuite, il interview The Rock pour sa préparation face à Triple H. Et après, ben, encore lui qui interview Mankind une nouvelle fois. Il interview Stone Cold Steve Austin. Je crois que c'est bon avec lui. Bref. Match mixte entre Edge, Sable contre Jacqueline et Marc Mero. Dans un match mixte, on peut, on va dire, frapper garçon-garçon, frapper fille-fille-fille. Et des fois, c'est l'inverse. Garçon contre fille, fille contre garçon. Bref, c'était la bonne époque de l'Attitude Era où, auparavant, ça choquait personne de frapper une fille sans que ça gêne au point. Et tandis qu'il y en a qui sont choqués, qui sont encore sensibles de voir ça aujourd'hui. Et que je vais passer à ce match. C'est victoire de Edge et Sable qui remportent le match contre Jacqueline et Marc Mero. 3,5. Allez, je mets 3,5 quand même. C'est plutôt pour du côté des garçons que du côté des filles. Hein. Je vous le dis tout de suite. Lion's Den match. Donc à la fosse au Lion. Ouais, la fosse au Lion. Alors là, c'est pas sous le ring. Non, c'est pas sous le ring, c'est dans une autre salle où ils ont mis un genre d'octogone, mais sauf que on dirait même pas un octogone, c'est plus une fosse pour combattants, qu'ils appellent ça fosse au lion, que autre chose quoi. Entre Ken Shamrock contre Owen Hart, qui est accompagné par Dan Severn, voilà, et qu'il est présent dans le coffret de Attitude Era volume 1, en coffret. Voilà, je vous le dis tout de suite, il est présent dedans. Et que pour un match qui n'est pas un match de catch, parce que on peut pas dire que c'est un match de catch, on dirait un combat de MMA. Surtout quand c'est Ken Shamrock, c'est normal, il est dans son élément. Mais quand c'est Owen Hart, certes, il n'est pas dans son élément, mais il veut adapter l'élément. L'élément, pardon. Voilà, il veut quand même s'adapter, même s'il a peu de chances de remporter le match. Et que malgré de longues et un petit peu minutes à galérer de trouver un KO face à Shamrock, eh ben si je crois bien, il se fait, on va dire, abandonner par Dan Severn. Et du coup, ben, ce dernier, donc Ken Shamrock, eh ben, il fait un ankle lock sur Owen Hart qu'il abandonne. Donc on va dire c'est Ken Shamrock, the King of Cage, donc le roi de la cage, et qui remporte le match. Ce match-là en description, parce que je l'avais déjà noté. Tout de suite. Et maintenant, Match of France Count Anywhere, handicap pour les titres par équipe. Les New Age Outlaws, vous connaissez les noms, j'ai pas besoin de vous en parler, contre Humanité, Mankind. Donc c'est un 2 contre 1, et que forcément pour les New Age Outlaws, ils ont l'avantage nécessaire, et que si je me rappelle bien, ils viennent avec une benne à ordures, où il y a des armes également à portée de main, et auquel Mick Foley, ben, il se défend quand même comme un beau diable, vu comment il sait bien qu'il a tous les deux de la DX sous le dos, et ben, il doit se débrouiller tout seul comme un grand. Même s'il se fait tabasser de manière lamentablement. Et pourtant, après des échanges de prises en équipe, je me rappelle peut-être d'un powerbomb entre deux chaises, et que c'est peut-être... De toute façon, c'est les New Age Outlaws qui remportent le match, donc ils n'ont pas de mal à perdre les titres. Mais c'est victoire de New Age Outlaws. Tout simplement, c'est victoire de New Age Outlaws. Ce match-là, 3, allez, 40. Je mets 3,40. J'ai un petit peu apprécié. Bon, sinon, le reste, que du lourd. Vraiment que du lourd. Ouais. Donc, match
pour le titre intercontinental de l'échelle. Le Rock versus Triple H, ou Triple H contre le Rock. Et que le Rock, il n'arrivait pas tout seul. Il arrive avec Mark Henry, tandis que Triple H avec Chyna. Et qu'il est présent dans le coffret de Ladder Match 1. Donc je connais vraiment l'issue de ce match. Et que le match était vraiment très très long. Il nous montre que des bonnes prises sur les échelles. Vraiment, des fois c'est des prises, des petites améliorations qu'ils ont mis au point. Bref, c'était pas non plus du nouveauté, mais quand même c'était absolument jouissif. Et qu'on entendait des Rocky Sox et ceux qui étaient pour des X. Donc ils étaient à 100%, 1000% pour des X, tandis que la moitié c'était contre The Rock. Vraiment la moitié, c'est du 50-50. Et qu'après des multiples interventions de Henry, Chyna, pour désavantager l'un et l'autre. Oui, c'est des avantages total. Et que à la fin, oui, vraiment à la fin, parce que je passe directement à la fin, et ben c'est Triple H qui arrive à bout de The Rock pour capturer la ceinture. Donc il le décroche. Et que c'est lui le nouveau champion intercontinental. Donc en description, et maintenant le main event, Stone Cold Steve Austin contre Undertaker pour le titre de la WWE ou WWF. Et que c'est un match sans aucune disqualification. Et si je crois bien, c'était entre-temps que l'Undertaker formait une Ministry of Darkness, donc le ministère des ténèbres, ou le seigneur des ténèbres, bref, donnez-lui beaucoup de synonymes, ça lui colle parfaitement bien au personnage. Oh là là, j'ai du mal à aller jusqu'au bout en bégayant et en parlant correctement. Donc, je crois que celui-là aussi, j'ai déjà noté, mais j'en suis pas sûr. Ah, trop de matchs, hein. C'est pas bon quand on a trop de matchs à son actif. Vraiment pas très bon, hein. Mais pourtant, je me rappelle déjà l'avoir peut-être déjà cité. Et que c'est là où, par accident, l'Undertaker donne un coup de tête dans la mâchoire de Stone Cold. Et que ce dernier, ben, il faisait un petit peu quelques botches. Et c'est pas pour vous plaisanter, c'est vrai que Stone Cold, il a fait un petit botch, mais pas, on va dire, tout le long du match, même si ça arrive dans les matchs de catch. Il y en a qui font pas mal de botches. Des botches, c'est quand vous faites un truc, mais très mal, et que vous avez des chances de blesser votre adversaire du soir. Donc c'est ça ce que correspond à un botch. Et après un long minute de combat, oui, un long minute, eh ben c'est Stone Cold qui arrive à bout de l'Undertaker, avec un Stone Cold Stunner pour la victoire. Et je vais pas prendre de risque ce match en description pour éviter que je me trompe. Parce que vu comment il y en a les trois que je les ai vus apparaître dans les différents DVD consacrés à un catcheur ou structure ou une ère. Donc pour ça, je préfère pas prendre de risque. Et je repoursuis avec celui de 1999. Et que j'ai le DVD qui va avec. Donc, voilà. L'époque de WWF. Et qui manque celui de The Rock, People's Champion. Alors tout d'abord, ben, les matchs sont notés ici, là en version pâle également. Et le thème c'était An Out Body Experience. Donc c'était avec Jesse the Body Ventura comme arbitre spécial lors du main event. Peut-être que je vais citer les bonus. Out of Body, Legend, Meet the Priest, Have the Power. Donc The Legend, c'est quand il nous montre les images de Jesse Ventura. Ensuite la conférence de presse. Et Have the Power, donc j'ai le pouvoir. C'est pour une nuit, je crois. C'était pour une nuit. Talking the Talk. Je crois que c'était des discussions entre catcheurs, je pense. Ah, je suis pas convaincu, mais je pense que c'est peut-être ça. Bref. Après, What's the Story? Donc, c'est quoi l'histoire? Donc, D'Lo et Jeff Jarrett. Shane et Test. Ouais, c'est par rapport comme quoi Test veut épouser Stephanie McMahon. X-Pac Kane contre Big Show Undertaker. Donc, ça remène à la rivalité.
The Rock contre Monsieur Fess, donc Mr. Ass, Billy Gunn, et la route de SummerSlam. Donc il nous fait toute une publicité sur SummerSlam. Après Star, allow you to go to a specific SummerSlam match. Je crois que c'était le menu sélection Star SummerSlam. Je pense que c'était, on va dire, les 3 réactions. Je me rappelle de la réaction de Stone Cold Steve Austin, Triple H et de Mankind qui regardent le match et qui font leurs propres commentaires. Pas en même temps, pas les 3 en même temps, mais un à la fois en fait. Donc ça c'était pour le bonus, mais sinon pas grand chose à en dire. Et que je vais passer directement à la carte principale, tout simplement. Et je vais regarder s'il n'y a pas d'autres bonus dans ça. Non, il n'y a pas d'autres. Mais c'est pas grave. Donc le premier match, c'était Jeff Jarrett accompagné par Debra contre D'Lo Brown. Donc il est où? Ils sont où les deux? Ah, il est là. Même s'il est présent dans celui-ci, tout d'abord, Jesse de Body Ventura par là. Triple H and Chyna. Chris Jericho gets anonyme Howard Finkel. Donc il discute avec Howard Finkel. Michael Cole interview Edge et Christian. Ouais, je passe directement. Hein. Jesse Ventura et Mankind talk politics. Donc il parle de politique, tout ça, etc. Michael Cole interview The Rock. Michael Cole interview Kane et X-Pac. Enfin, avec X-Pac. X-Pac évidemment. Jesse Ventura parle de Stone Cold Steve Austin. Ouais, je lis au cas où si j'ai pas, on va dire, raté un truc. Ouais, donc Jeff Jarrett contre D'Lo Brown pour le titre intercontinental, justement. Peut-être que c'est une revanche pour l'année passée. Enfin, l'année de 1998. Donc c'est pour une revanche pour la soi-disant coupe ratée qu'a subi Jeff Jarrett aux mains de D'Lo Brown. Ou alors pas du tout, du tout. Ah ouais, le titre européen aussi était en jeu. Donc il y avait le titre européen et le titre intercontinental. Total One The Line, donc les deux sont en titre. Donc winner take all, le vainqueur prend tout. Et après un long moment, c'est Jeff Jarrett qui arrive à bout de D'Lo Brown. Je crois que c'est avec le stroke ou la figure 4 leg lock. Mais c'est lui qui rafale tout et c'est lui qui capture les titres. Voilà. Tout simplement. Rien d'autre histoire à dire. Avec ce match-là, 3,20 direct. Ensuite, où est-ce qu'ils sont? Les acolytes. Donc, Bradshaw Farok contre... je me rappelle qu'il y avait Droz et Prince Albert, Midian et Viscera, les Hardy Boys, Edge et Christian. Peut-être que ça commence entre les Hardy Boys, Midian et Viscera, que les Hardys reviennent à bout de eux. Et après, ça... avec Edge et Christian, qui éliminent les Hardy Boys. Après, si je crois bien, ils éliminent Droz et Prince Albert, jusqu'à en terminer avec l'acolyte. Mais sauf que les acolytes battent justement Edge et Christian. Et après, pour terminer, les acolytes contre les Hardcore Hollies. Donc, les Holly Hardcore. Ou encore... les Cousin Holly. Donc les cousins Holly. Peut-être que je vais marquer en description cousin Holly que Hardcore Hollies. Même si j'aurais bien préféré les cousins Hardcore Hollies. Peut-être que ça donnerait bien. Donc je me rappelle qu'il y avait une dissension entre Crash et Bob Holly. J'allais dire Hardcore Bob. Mais Hardcore Bob Holly ou Crash Holly c'est exactement la même chose. Il y avait une petite dissension. Et que Hardcore Holly n'était pas content de son cousin, de son petit cousin. Donc il lui donne une claque pour lui donner du respect.
Après, ben, c'est le petit cousin qui lui montre la politesse, mais après, ils se font, on va dire, calmer par les APA. Et qu'il y a un cause line from hell de la part de Bradshaw. Et du coup, ben, c'est les victoires des acolytes. Donc c'était, attendez, le match turbulence par équipe pour déterminer le prétendant numéro 1 au championnat par équipe. Eh ben, ça a été eux, les prétendants. Ce match-là, 3,40 direct, 3,40. Bon, maintenant pour le match du titre hardcore. Donc, de 24/7 Modern All the Time. Donc, on va dire ça comme ça. Le titre 24/7 des temps modernes. Tout d'abord, ben, c'est avec Al Snow, qui est dans les vestiaires, en train de, on va dire, de reloquer son petit chihuahua. Donc, il le lave, il le frotte, il l'essuie, et il le fait tout beau, le petit chihuahua, c'est trop mignon. Et qu'après, il le met dans un genre de bac pour éviter qu'il s'échappe. Un bac avec des grillages. Ouais, on va dire un panier grillageux. Car il doit affronter le Big Boss Man. Et je suis sûr que vous connaissez l'histoire entre Al Snow et Big Boss Man. Ouais, vu comment l'histoire est assez dégoûtante. Donc en gros, Pepper, le chihuahua d'Al Snow, s'est fait kidnapper par le Big Boss Man. Sauf que c'est pas encore à ce moment-là. Pour l'instant, il est encore en vie, le pauvre Pepper, même si je sais bien qu'il était en vie, qu'ils l'ont pas... Voilà quoi. Et que Al Snow, il voulait attaquer en furtivité face à Bossman. D'ailleurs, c'est ce qu'il leur a fait. Il leur a attaqué de furtif. Ils se battent un peu dans le petit entron de l'entrée, jusqu'à aller au vestiaire. Et là, ce connard de Bossman, un coup qu'il est au vestiaire, et ben, il prend le panier où il était le chien. Et il fait cogner le panier sous la tête d'Al Snow. Donc, zéro respect pour l'intégralité physique d'un animal en danger. Enfin, avis personne en danger ou animal en danger. Donc, à l'époque, c'était sombre. L'attitude des rats était vraiment ben, de sales histoires. Donc, ils ont voulu créer un storyline captivant. Et que après un long moment, je sais pas où ça finit. Peut-être que ça finit sous le ring ou non, peut-être dans les vestiaires. Eh ben, c'est Al Snow qui vient à bout de Bossman pour capturer le titre hardcore. Donc, il est content, il a sa ceinture, il fête avec son petit chien Pepper. Et après, vous connaissez l'histoire avec Pepper. Il a été kidnappé par le Bossman et que le Bossman l'aurait tué et fait manger le chien à Al Snow. Donc ouais, dégueulasse, hein. Vraiment, la WWE, prenez les codes de l'incorrect, politiquement incorrect, et fier de l'être, un peu comme elle était la ECW, mais ça fait aussi rappeler une scène dans South Park. Même si je sais que les New Age Outlaws utilisent beaucoup les t-shirts South Park, l'air de dire qu'ils sont fans de cet animé, parce que c'est un animé violent, à part, et pas besoin d'être bon enfant, c'est plutôt des sales gosses. D'ailleurs, ils le sont justement, et que même à l'époque, dans les années 2000, c'était tous des sales gosses. Tout ce que je peux en dire, mais voilà, une belle fin pour Al Snow, même si je sais bien que le meilleur sera au pire. 3,10. J'ai pas su non plus me captiver dans le match. Désolé. Match féminin pour le titre, justement. Ivory contre Tori Wilson. Donc là, même s'il est marqué Tori, mais je sais bien que c'est Tori Wilson. Pas grand chose à dire. Vraiment pas grand chose à dire sur ce match féminin. Ça va rapidement et que je m'en fiche un petit peu. Excusez-moi, mais je m'en fiche un tout petit peu. Donc, c'est victoire de Ivory. Elle conserve son titre. Bon. Allez, je mets 3,10 également. J'ai pas su m'accrocher à ce match. Et là, maintenant, Ken Shamrock contre
Steve Blackman dans un match d'armes des Lions Dance. Donc, si je crois bien, ils utilisent cette stipulation, mais sous le ring, et que Blackman et Shamrock peuvent se mettre sous la gueule. Donc, The Lions Dance Weapons Match. Ouais, que c'est vraiment classique du MMA, hein. Vraiment que du MMA dans le catch. Et que pour ceux qui adorent le MMA, ben, ils seront très bien surpris et bien appréciés à ce qu'il propose la WWE. Donc c'était que du fighting spirit, hein. Et pourtant ça va pas à la japonaise, mais ça va ben, directement à la dure. Tout de suite directement. On oublie un peu le côté beau catch dans ce genre de match. Même si on connaît les côtés techniques dans leur principe de faire des arts martiaux mixtes. Et que c'est Shamrock qui arrive à bout de Blackman. Donc je crois qu'il remporte par tombée. Ouais, il remporte par tombée ou par KO. Et ben c'est victoire de Ken Shamrock. Ce match-là, bah, 3,40. Tout de suite, je mets 3,40. J'ai bien apprécié. Ensuite, ben, une guerre entre le soi-disant beau-frère, enfin les deux beaux-frères soi-disant, et qu'attendez, ben, justement test contre Shane McMahon, et que c'était un Greenwich Street Fight. Ah bon, Greenwich Street Fight. Mais on n'était pas à Greenwich, Connecticut. Parce qu'il est marqué Greenwich, c'est un nom du Connecticut. Et attendez, il y a une stipulation. Si l'un des deux gagne, d'accord. Si jamais Test perdait, ben, il ne pourrait plus sortir avec Stephanie McMahon. Ou l'un des interférenceurs du pouce. Si McMahon, ben, justement, avait gagné, il n'aurait plus pu sortir avec Stephanie. Quoi? What? Il n'aura plus... Il n'aura plus pu sortir avec Stephanie. What? Quoi? Tu fais pas ça? Tu fais pas ça avec... c'est... Là, c'est pas, on va dire, fratricide. Tu sors pas avec ta sœur. What? Mais c'est... Je sais bien que la WWF à l'époque, parce que c'est, on va dire, Dr. Wrestling qui avait sorti ben, les petits différents scandales qu'avait Vince McMahon, soi-disant, ils auraient préféré faire une storyline comme quoi Stephanie sortir avec son frère, qui coucherait avec son frère, et aussi avec son propre père. What? Si ce truc avait eu lieu, on aurait vomi. On aurait vomi, et là on se dit, bah alors c'est pas vraiment sa sœur, et pour Vince, c'est pas vraiment sa fille. Mais what? J'ai jamais entendu un truc aussi loufoque. Mais bon, c'est la WWE, ils ont voulu essayer de nous faire trembler, vraiment. Et de justesse, ben, c'est Test qui bat Shane McMahon, miraculeusement, enfin, Dieu merci. Car je veux pas, on va dire, voir cette storyline comme quoi elle aurait eu des aventures avec son frère et son père, et comme quoi elle aurait été enceinte, soit de son père ou de son frère. Bref, c'est... Waouh! Qui ferait ça? Franchement, qui ferait ça? Sortir avec sa propre sœur pour du sexe. Ou encore avec sa propre fille pour du sexe. Je sais qu'il y a beaucoup de détraqués qui font ça. Enfin, je dis pas les noms parce que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de détraqués qui font ça, mais what the fuck? C'est invraisemblable. Bon, après, Shane McMahon s'est pas mal défendu. Test, ben, lui, s'est défendu comme si c'était, on va dire, sa dulcinée de son futur qui le guidait vers la victoire. Bref, ce que je veux dire ne rime à rien, mais bref, j'ai du mal
à dire des mots, vu comment ça me dégoûtait un peu d'entendre ce genre de rumeurs. Mais voilà, je reste sur ma faim, c'est victoire de test quand même. J'ai pas envie d'y aller jusqu'au bout au niveau de ça, parce que après c'est ultra dégueu. Pour ça, 3,5. Voilà, 3,5. Et du coup, il continue à sortir avec Stephanie McMahon. Jusqu'à ce que, voilà, on connaît lors de la cérémonie du mariage, où c'est Triple H qui se mariait avec Stephanie McMahon. Oui, alors que elle était, on va dire, inconsciente, presque inanimée. Bien sûr, elle n'est pas morte, mais elle était comme bourrée, droguée. Bref, elle était KO. Elle pouvait plus réagir. Et elle savait pas qu'elle était déjà mariée avec Triple H. Voilà. Et c'est là où une histoire d'amour s'est créée. Et qu'après, en dehors de la storyline entre Triple H et Stephanie McMahon, ils continuent à sortir ensemble. Et ils se sont mariés, qu'ils ont eu 3 filles. Voilà. Donc, je suppose qu'ils vivent heureux dans leur vie réelle, hein, bien sûr. Hein. Parce que je veux pas savoir aussi. Et dès qu'on apprend que beau papa pour Triple H et papa pour Stephanie McMahon arrive, c'est pas... Comment tu le prendrais? Ça fait que c'est eux qui dirigent maintenant la fédération bien, ils veulent faire les choses bien. Et quand c'est lui, c'est les choses terribles. Vraiment terribles. Il va encore ramener que de la connerie dans sa manière de booker les choses. De toute façon, je pense que Vince McMahon n'a aucun respect pour la beauté du catch. Donc lui, il préfère la beauté de la clownerie. Donc il préfère voir que de la débilerie de manière inconsciemment. Et ça, ce que je dis, c'est gratuit, même si je sais bien qu'il m'entendra jamais. Mais voilà, on veut pas de lui, quoi, bordel. Qui reste chez lui, qui reste à la retraite, qui va faire comme les vieux, qui va, je sais pas, moi, jouer au golf, faire la muscu, et on sait bien qu'il adore faire de la muscu, aller au casino, je sais pas, moi, aller dans les bars à Chouin. Bref, fais ce que tu veux, mais voilà, reste chez toi, ne viens pas, quoi. Oh putain. Oh putain, ça va. Pour l'année 2023, ça part en couille. Et espérons que ce sont, on va dire, que des rumeurs, parce qu'il faut le prendre avec des pincettes. Mais si jamais ça arrive, à mon grand désarroi, voilà. Il faut que je bouffe de la merde. Encore, encore et encore. Oh, la bonne merde. Bref, non. Non, pas de la merde. On veut pas de la merde. Voilà. Donc, encore match par équipe. Donc, je vais m'attaquer encore sur le match par équipe. The Unholy Alliance. Donc, équipe composée du Big Show et de l'Undertaker. Je ne savais même pas qu'ils avaient formé cette équipe-là. On sait bien qu'ils ont fait équipe les deux, mais pas avec un nom comme ça. Et qu'ils sont accompagnés par Paul Bearer. Contre Kane et X-Pac. Pour les titres par équipe, c'était Kane et X-Pac les champions par équipe. Vu comment ils ont à faire, une équipe de big men qui veulent piquer leur ceinture. Donc ils veulent, on va dire, montrer que c'est, entre autres, eux, la meilleure équipe. Même si on ne peut pas dire que ce sont l'équipe la plus polyvalente de tous les temps. Même si on sait qu'ils ont des gros liens en équipe. Que ce soit entre Undertaker, Kane, Big Show, Kane, pour plus tard. Et X-Pac, Big Show, X-Pac, tout court. Voilà. Et pourtant, c'est Big Show et l'Undertaker qui arrivent à bout de Kane et X-Pac. Je crois que celui qui va servir de victime, c'est X-Pac, avec un chokeslam du Big Show, je pense. Ou un tombstone de la part de l'Undertaker, mais on va dire c'est victoire quand même de Unholy Alliance. Voilà, direct. C'est eux les nouveaux champions par équipe. Et ce match-là, 3,50. Je mets 3,50. Ensuite, plus que 2. Et ce sera terminé pour ce dernier-là. Après, les autres vont arriver parce que ça va être très long. Hein, je vous le dis, ça va être très long. C'est encore parti pour 1 heure. De toute façon, j'ai l'habitude de faire des vidéos d'1 heure.
Faut dire, j'ai une sacrée performance pour faire des vidéos d'1 heure. Tandis qu'il y en a, ça les apprécie pas trop faire une vidéo d'1 heure. Pourtant, je veux quand même sortir du positif et pas du négatif, même si je trouve que la plupart de mes vidéos n'a pas beaucoup de qualité. Parce que c'est vrai, je fais de la quantité, mais pas beaucoup de la qualité. Et c'est pas non plus très bon de ma part, mais j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Donc, entre Billy Gunn et le Rock, le perdant devra embrasser le cul de l'un et l'autre. Et ça tombe bien, vu comment Billy Gunn se fait tout juste appeler Mr. Ass, donc Monsieur Fesse, et que c'est quelqu'un qui adore montrer son derrière, et qu'apparemment c'est le boule le plus sexy, masculin, enfin, masculinement c'est, on va dire, l'un des plus sexy, mais honnêtement je suis pas un fétichisme du fessier, car c'est des choses que j'aime pas trop, on va dire, loucher sur ça. Il y en a qui diront, du côté des filles, c'est un peu normal qu'on adore loucher sur leur magnifique fessier, quoi. Mais comment, il n'y a que ça pour compenser quand on est un garçon. Et quand c'est un garçon qu'on mate les fesses d'un garçon, bon, il y en a qui seront gays, c'est un peu normal. Mais ceux qui sont pas gays, ils ont un problème avec ça. Après, c'est un peu pareil avec les homosexuels, que ce soit les Gwyn et les gays, quoi. Bref, vu comment Monsieur Haas avait gagné un King of the Ring, et que le Rock en profite pour humilier Billy Gunn, comme si, je me rappelle, lors de The Most Electrifying Man Sport Entertainment, où il faisait une promo comme quoi Dieu a parlé avec le petit Billy. Voilà, et je me rappelle de ça, moi. Et qu'il disait, j'ai gagné le tournoi du King of the Ring, et je comprends pas pourquoi je suis toujours aussi nul à chier. Donc il lâche des pics à Billy Gunn, et que je me rappelle des sainements où on voyait Billy Gunn se raser le fessier. Je crois qu'il mettait de la crème express sous le fessier. Il mettait même un string aussi. Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle Monsieur As, et qu'il y avait des petits bisous sous le fessier, même si là c'est plus une couronne écrit Mr. As, et qu'on sait bien que lors de AEW, on sait bien que Monsieur As, il se fait appeler Daddy As, mais toujours Billy Gunn, en faisant équipe avec The Acclaim. Oui, les actuels champions par équipe d'AEW, et qu'ils ont pour habitude, alors ça c'est aussi un truc ultra sexiste aussi avec The Acclaim, le délire des ciseaux. Vous voyez les deux ciseaux qui se croisent, ils ont sûrement regardé des... Ils ont sûrement regardé du sexe féminin. Ouais, parce que le délire des ciseaux, et quand on voit The Acclaim faire le ciseau, et qu'il faut une grimace, c'est chelou quand même. C'est vraiment chelou. Mais là, c'est pas de Acclaim qu'on parle, mais plutôt de Monsieur Q et Monsieur Brahma. Voilà. Et que Billy Gunn avait donné quelques coups à The Rock. Donc voilà, quelques petits coups, mais sauf que ça n'atteint pas physiquement le Rock, vu comment il est affûté, il est, on va dire, très enflammé par les coups. Parce que je peux vous dire, si jamais on lui glisse un coup, eh ben, il va vous envoyer une bien réelle. Et c'est plus des claques du peuple, qui sont des coups d'éclair. Donc ça fait... Encore des... Et surtout en ajoutant un crachat, en frappant violemment comme ça. Et c'est pas pour rien qu'il se fait aussi appeler The Lady of SmackDown, et qu'il est à l'origine du terme SmackDown. Et que, si je me rappelle bien, il remporte avec le Rock Bottom. Il remporte un Rock Bottom. Il bat Billy Gunn. Et que c'est... je sais pas avec qui il est accompagné. Je crois qu'il est accompagné d'une femme, Billy Gunn. Je me rappelle, c'était pas une tout jeune, c'était... bon,
c'était pas non plus une toute vieille non plus, mais presque vieille. Eh ben c'est Billy Gunn qui va goûter le gâteau de la défaite. Et c'est pas un gâteau bien, bien fourni. Pourtant, il y a du chocolat, il y a de la crème, il y a ce que vous voulez. Eh ben c'est lui qui va embrasser les fesses d'une dame. Bref, pourtant, ça aurait été plus préférable que ce soit le Rock, mais le Rock, peut-être que ça lui fera plaisir ou pas du tout, mais à mon avis, il voulait pas se faire l'échelle derrière. Ça, je sais, ça a été facile pour dire ça, un jeu de mots, mais c'est lui qui a Kissing in Ass. Voilà. Et il conclut avec un People's Elbow. Voilà. Il conclut ça. Et maintenant, ben pour le résultat du match, en soi, il est pas mauvais, mais c'est pas une stipulation que j'apprécie aussi. Faut pas déconner, parce que c'est pas mes matchs que j'adore regarder toute la journée. Je lui mets un 3,40. Tout de suite d'office. Et là maintenant, le main event, avec en arbitre spécial Jesse The Body Ventura. Donc c'est un arbitre spécial contre, enfin justement, contre Mankind, contre Stone Cold Steve Austin, contre Triple H, accompagné par Chyna. Donc c'était un triple menace pour le championnat de bleu. Et que c'était épique. Vraiment, ça a été très très épique. Un peu de tension entre Ventura et Triple H, et un peu envers Stone Cold Steve Austin également. Et Mankind, ben, c'est, on va dire, pas toujours la même tension. Un mini tension, on va dire ça comme ça. Et que on sait que lors d'un match comme ça, eh ben Shane McMahon, on ne sait pas pourquoi, mais on dirait qu'il veut donner la victoire. On ne sait pas si ça Stone Cold ou à Triple H ou à Mankind. Non, c'est plus du côté de Triple H que l'inverse. Eh ben, il se fait éjecter par Ventura. Il se fait vraiment éjecter. Et que après ça, ben, si je crois bien, Foley, il fait son double Soccer Claw à Triple H et Stone Cold Steve Austin. Les deux s'en sortent miraculeusement. Et que Triple H voulait en finir avec Mankind ou encore Stone Cold Steve Austin. Mais ce sera Stone Cold Steve Austin à la fin qui va être sacrifié face à Mankind. Avec un double arm DDT. Avec ses victoires de Mankind. Il conserve son titre. Et c'est Ventura qui valide le tombé et la victoire. Et après ça, Triple H, totalement furax, il veut péter la jambe d'Austin. Donc il veut lui casser la jambe. Et il fait le tour du déshonneur. Vraiment le tour du déshonneur. Pour lui exploser les jambes. Et ça s'arrête ici. Pour le match là, allez, il est un peu mieux que les autres. Je reconnais, il est un peu mieux que les autres. C'est pas non plus du grand exceptionnel, mais ça passe. Je lui mets un 3,60. Directement, je mets 3,60. Et c'est pas terminé pour les autres. Donc, voilà, 2000. Après 2001. Donc c'est la même. Alors, est-ce que c'est ça? Match par équipe à 6. Right au Sansour. Donc, Buchanan, The Godfather et Stevie Richards. Contre Too Cool, Grandmaster Sexy, Rikishi et Scotty Too Hotty. Accompagné par Mandy et Victoria. Ok. Donc, une équipe Too Cool. Contre ceux qui ont un son d'une voiture, alarme de voiture. Donc le... Bref, ce son horrible qui nous casse les oreilles. Et que je vais d'abord citer les interviews qui est noté. Michael Cole interview Hardcore Holly. Enfin, le champion hardcore Shane McMahon, pardonnez-moi. Stephanie McMahon, I Locker Room. Donc elle arrive dans les vestiaires. Après, avec Kurt Angle dans les vestiaires. Triple H et Stephanie McMahon dans les vestiaires. Et Kurt, Stephanie McMahon et Triple H dans les vestiaires. Donc oui, histoire du mari trompé par sa femme qui a un amant.
à la personne de Kurt Angle, parce que Kurt Angle, lui, dit que Stephanie McMahon, c'est sa meilleure amie, mais sauf qu'on comprend que ça va un peu loin comme ami, donc c'est pas du ami-ami, c'est petits amis, alors que Triple H, il apprécie pas du tout ça, vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, et que voilà, ça prend des disproportions comme ça, mais ce n'est pas là qu'on va là, mais on va justement au match à 6 par équipe. C'est Right Sansour qui bat tout cool. C'est trop long, hein, c'est trop long à vous expliquer, mais voilà, il faut avoir de l'énergie pour voir de ses propres yeux, mais c'est victoire de Right Sansour, et pourtant j'aurais préféré victoire de tout cool, vu comment avec les nanas qui étaient à l'extérieur, ben, ça pourrait, on va dire, donner une fête magnifique pour les personnes, mais non. Non, non, non. Ça n'a pas été magnifique. Voilà, directement. 3,20. Je suis obligé malgré tout. Ensuite, ben, X-Pac contre le Road Dogg Jesse James. Match simple. Bon, il n'y a pas d'enjeu, vraiment pas d'enjeu. Et on sait bien qu'ils sont dans la DX, mais sauf que la DX, c'est un peu de la dissension. Et que c'est, on va dire, mort, vraiment mort pour eux. Et que ben, c'est victoire de X-Pac. Et si je crois bien, il remporte son Froken Masters ou autre prise. Ouais, ben, c'est victoire quand même de lui. 3,20 encore, je sais. Ensuite, match par équipe entre les Sex pour les championnats intercontinental de la WWF. Ouais. Donc, Eddie Guerrero accompagné ou avec Mamacita Shayna. Donc, c'est là. Mamacita Shayna. Contre Trish Stratus et Val Venis. Ouais. Et si Val Venis perdait le titre au profil de n'importe quelle personne, que ce soit Eddie Guerrero ou Shayna, que ce soit par tombée ou soumission, entre son équipe, après... Ouais, que Stratus se fait ben, justement épingler. Donc je pense pas qu'elle remporterait le titre si elle aurait fait le tomber. Enfin, on sait jamais. On sait jamais. Et que voilà, c'était pas mal. Bref, il y avait un peu de fanservice. Je vais pas vous mentir, c'était aussi du fanservice. Et que, contre toute attente, c'est Shayna qui fait un développé porté sur Trish Stratus. Et qu'elle remporte par tombée. Voilà, elle remporte par tombée. Et c'est elle qui devient championne intercontinentale. Je crois que c'est pour la première ou deuxième fois. Mais c'est Eddie Guerrero qui met le titre autour de la taille de Shayna. Donc voilà, c'est les deux des deux amoureux d'époque. Ce match-là, allez, j'ai bien apprécié. Il y avait du bon catch entre Val Venis et Eddie Guerrero. Entre Shayna et Trish Stratus, un petit peu. Parce que ça n'a pas le niveau entre Val Venis et Eddie Guerrero. Mais ça passe. Donc pour ça, ben, je mets 3,40. J'ai pas été déçu, même si c'est pas non plus l'un des matchs les plus spéciaux au monde. Mais bon. Voilà, match suivant. Jerry Lawler contre Taz. Alors, je comprends pourquoi Taz, lors de One Night Stand 2006, si vous voulez se venger. Vu comment ce dernier, ben, il manquait du respect ben, aux catcheurs de la ECW, à la structure ECW, et aussi en utilisant des termes absolument ben, loufoques. Bref, que des trucs absolument random. Et que je crois que Jerry Lawler va gagner par tricherie. Je crois qu'il va prendre un coup de poing américain, enfin un point américain, casse-gueule, sur Taz et remporter par tombée. Donc il bat Taz. Peut-être que c'est une victoire pas méritée de Lawler, mais je suis obligé malgré tout. Donc ce match-là, ben, il n'est pas non plus ben, bon. C'est pas non plus du bon in-ring. Donc je vais mettre 3,10 pour cause. Ensuite, ben, Steve Blackman contre
Shane McMahon pour le titre hardcore. Un match hardcore justement. Donc vu comment c'était Shane le champion, eh bien il a l'audace de peut-être de remporter le titre au profit de Blackman. Mais pour ça, il faut y arriver. Parce que si on n'arrive pas, ben, on est coincé, on est bloqué. Et que je vais passer directement très vite. Oui, mais très vite. Je m'en rappelle sous le décor. Oui, c'est à partir de là où ça, on va dire, a commencé. Et que, si je crois bien, c'est là où Blackman, il prend un kendo stick, alors que Shane McMahon voulait monter du haut de la structure de l'entrée, et que il le frappe sous le dos avec le kendo sous le dos de la colonne vertébrale de Shane McMahon. Au bout de 2 ou 3 coups, eh ben, c'est Shane McMahon qui tombe du haut de la structure et qui atterrit dans le catacombe dont bien sûr il y avait des protections. Hein. Mais il faut dire, la chute est tellement impressionnante que ça devient presque limite effrayante. Mais c'est Blackman qui en sort grandi de ce match en battant Shane McMahon. Alors que Shane McMahon, ben, il a failli se suicider en sautant d'un bâtiment. Et ça se termine pour lui. Et du coup, ben, c'est victoire de Blackman. Alors le match, pas beaucoup de technique, mais beaucoup de brutalité. Et il avait aussi un petit peu de technique, je le reconnais aussi. Eh ben, je lui mets 3,50 pour ça. Pour le courage notamment de Shane. Et ben, le côté brutalité, donc je mets 3,50 d'office. Et là, on passe d'un autre niveau. Oui. Un 2 aux 3 meilleurs des 3 manches. Entre Chris Benoit et Chris Jericho. Voilà, au moins ça vous laisse dire. Match de 2 ou 3 chutes, ouais, j'ai compris. Même si je me rappelle des scènements comme quoi Jericho se moquait de Benoit, notamment de sa tête en faisant penser ben, un qui est un chef, qu'un... Bref, tout et n'importe quoi. C'est le côté humoriste de Jericho qui parle. Et pourtant, Benoit n'est pas du genre humoriste, il n'est pas du genre drôle. Voilà, lui, il préfère se battre, faire du catch très intense que de la rigolade débile. Et que je me rappelle lors du match, il en termine vite fait qu'un Creeper Crossface, auquel Jericho il abandonne tout de suite. Et après, ben, vu de la deuxième reprise, eh ben, cette fois-ci c'est Jericho qui va prendre l'avantage. Et si je crois bien, il en termine avec un tombé ou alors une soumission. Et qui bat Benoît, donc ça fait un partout balle au centre. Les deux se mettent sous la gueule pendant de longues minutes. Vraiment de longues minutes. Ça se tape, ça s'en recule. Vraiment, ça va à fond, ça va à cœur joie. Et pourtant, c'est Benoît qui aura le dernier mot. Si je crois bien, il remporte par tombée ou par soumission. Avec le Creeper Crossface. On va dire ça comme ça, mais c'est victoire de Chris Benoit quand même. Et là, ce match-là, très bon. Vraiment très bon. Pour ça, je mets 3,70. Il n'y a rien à faire, je mets ça. Vu comment c'était bon. Et en plus, on sait bien qu'avec les deux, on peut avoir que du bon catch technique. Que ce soit en soumission, en prise basique, ou moderne, légendaire, ou de l'actualité. Franchement, avec les deux, ça matchait bien. Même s'il y en a qui diront différence de niveau, pourtant, ça fonctionne très bien entre les deux. Donc pour ça, c'est mérité. Ensuite, les TLC, le deuxième TLC, entre Edge et Christian contre les Hardy Boys, contre les Dudley Boys. Pour les titres, justement, eh ben, ils vont encore voler la vedette. C'est sûr. C'est les équipes qui volent la vedette. Peut-être que ça aurait pu être ça le main event. Hein. Mais ils ont préféré pas le faire. Vraiment pas du tout. Pour éviter de se louper. Mais il y avait de quoi de les mettre en main event. Hein. Forcément, je pense que avec un peu de chance, ce serait au main event. Mais ils en sauront jamais. Malheureusement. Et pourtant, que des spots incroyables. Hein. Vraiment, que des spots. Que ce soit en sautant de l'échelle, en faisant des prises sur une table, en utilisant les chaises de manière brutale et physique. Bref, ce match est un banger sans nom. Vraiment,
que du lourd. Que du lourd. C'est incroyable quand on voit ça. Et après, on connaît l'issue. C'est Edge et Christian qui remportent les titres par équipe. Alors que c'était eux, justement, les champions. Vraiment, eux. Donc, voilà pourquoi ça me surprend pas, vu comment j'ai vu 2 fois ce match. Un dans ladder match et un dans le coffret des Hardy Boys. Ouais, donc on va dire que c'est pas une surprise. C'est comme le WrestleMania 16 en 2000. Ce n'est pas une surprise. Et pourtant, voilà. J'en reste sur ma fin. Match en description. Tout de suite, match en description. Ensuite, match très très court. Directement. The Cat. Donc la chatte. Ou le chat. Contre Tori Wilson. Et que la chatte était accompagnée par Al Snow et Tori Perry Saturn. Donc elle est accompagnée par Perry Saturn. Et c'était un match de puanteur. Ouais. Donc Stingface. Ça me rappelle. Je crois que c'était la prise de Rikishi, ça. Où il met son gros fessier sous le visage et du coup ça fait Stingface. Et ben là c'est. Ouais, peut-être que c'était ça. Peut-être que le but du jeu c'était mettre son cul sous le visage et. Bref, il y a certains hommes qui rêveraient de faire ça. Enfin, qui rêveraient d'avoir ça, mais pour le catch, il y a un côté sexiste, mais sinon, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Donc pour ça, ben, 3,10. Je suis méchant, mais 3,10 quand même. Ensuite, un match triple menace. Non, pas triple menace. Pas triple menace, c'est pas encore là. Match... pas de disqualification. D'accord, pas de disqualification, j'ai compris. Ouais, je me suis trompé, mais voilà. Kane contre l'Undertaker. Tout d'abord, ça commence directement à se battre entre les deux hommes. Ça se bat, ça se bat, ça se bat. Et boum, 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 avec du recul. Encore. Et c'est pas non plus que du beau catch, hein, faut dire. C'est pas... voilà, ça se termine, on va dire, différemment, ce match-là. Et là, je vous dis, quand ça se termine différemment, ben, ça se termine en non-contest, en non-concours. Pas de vainqueur, que des perdants. Ou pas de vainqueur ni de perdant. Bref, on ne sait plus quoi donner de la tête. Mais voilà, si ce n'est que ce match chaotique, vraiment un peu chaotique. Et pour ça, ben... allez, 3,50. Allez, 3,50. Malgré que c'est pas, on va dire, du top. Mais voilà. Et après, le main event. Triple menace pour le titre de la WWE. Tout d'abord, ça commence entre Triple H et Kurt Angle qui se battent. Et pourtant, Kurt Angle, il faisait une promo. Et que, voilà, Triple H arrive, vénère, parce que, vu comment Kurt Angle a piqué la femme de Triple H, il n'est pas content, il va se venger. Donc ça se frappe jusqu'à l'extérieur du ring. Où est-ce qu'il y a la table des commentateurs? Et c'est là où il y a un botch. Quand il voulait faire le pedigree, Triple H, eh ben, la table se casse. Et Kurt Angle, ben, il est, on va dire, ben, comme dans les vapes, vu comment il est groggy, il est sonné, il n'a pas d'autre raison de continuer. Je crois que ça faisait partie du scénario, ou alors c'était prévu. Peut-être que c'était prévu qu'il ait ça. Bref, ça reste encore assez flou. Jusqu'à ce que le Rock arrive, il s'en prend à Triple H, bref, bam 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 bam, des claques du peuple. Et que lorsque Kurt Angle, ben, il se fait renvoyer au vestiaire, et ben, tout de suite, et ben, Stephanie McMahon arrive pour le faire réveiller, pour voilà, qui va à la bataille comme un vrai guerrier et qui va rejoindre ben, les deux, qu'ils étaient en train de déjà se battre. Et que le Rock avait l'avantage, vraiment, il avait vraiment l'avantage, vu comment peut-être qu'il voulait remporter le match, ou alors peut-être qu'il voulait faire durer la rencontre, mais en tout cas Triple H, lui, il souhaitait pas s'arrêter ici, même si Kurt Angle était groggy et qu'il était presque dans les vapes, eh bien, il continuait à catcher. Donc malgré affaibli mentalement, il continue tout de même. C'est ça ce qui est incroyable.
Voilà. À retenir de ça, c'est que il est amazing. Vraiment, Kurt Angle, il est incroyable. Mais après, je connais l'issue de ce match. Même si je sais que Triple H va frapper par accident Stephanie McMahon, alors que c'était la tête de Kurt qui voulait viser. Mais bon, il a mis KO Stephanie McMahon. Et que après ça, si je crois bien, je ne sais plus, pardonnez-moi. Peut-être que Kurt Angle se fait éjecter à l'extérieur du ring et que le Rock, il en termine le boulot avec le People's Elbow et qui remporte pour la victoire. Il est présent dans le coffret de The Rock, celui-là. Donc il n'y a pas à dire je connais les résultats par cœur. Voilà. Le résultat du match, hein, vu comment je sais le nom du vainqueur. Mais la note globale, je ne sais pas malheureusement. Et après ça, ben, on va passer au... Là, il est marqué 14, 13, 11, 12. Ben, vous n'avez pas vu 12. 15. Ah ben tiens, on va parler de ça. Donc il manque le volume 1 de 1988 à 92. De 1993 à 97. Donc ça c'est le volume 2. Ça c'est le volume 1. Je l'ai. Et le volume 4 de 2003 à 2007. Voilà, il manque ça. C'était 15. Donc voilà, on sera en 2001. Et tout d'abord, je dois un petit peu couper pour m'hydrater. Voilà, on se rejoint à tout de suite. Et ben voilà, j'ai fini de m'hydrater pour quelques secondes. Maintenant, je vais repoursuivre. Tout d'abord, un match qui ne figure pas sur la carte du SummerSlam 2001. Parce que il y a le 1998, le 1999, de 2000 à 2001. Et le thème de ce SummerSlam là, il y avait le thème de la CW, que ce soit de One Night Stand 2005 ou 2006, ou le show hebdomadaire sur... ouais, on va dire ça comme ça. Mais je ne sais plus, c'était un show hebdomadaire. Je sais bien que la ECW était un show hebdomadaire, mais qu'ils ont mal réalisé le truc, et qui a forcé à son abandon en 2010. On sait bien que c'était en 2007 le thème principal. C'était Let the Bodies in the Flow. Voilà. Et que... attendez. Et que c'était WWF contre WCW et ECW. Voilà, c'était ça. Et tout d'abord, le match qui ne figure pas sur la carte. Jacqueline et Lita contre... Enfin, Molly Holly, pardon. Donc Jacqueline contre Lita... Enfin, Jacqueline avec Lita et Molly Holly contre Ivory, Stacy Kimbler et Tori Wilson. Donc l'Alliance, si je crois bien, c'était WWF contre l'Alliance. Donc directement, c'est Jacqueline, Lita et Molly Holly qui remportent le match. Voilà, très très court. Et ce match-là, 3,20. Voilà. Et excusez-moi si vous avez entendu le bruit parce que j'en ai marre qu'on fait du bruit pour rien. Hein, c'est gratuit si je dis. Donc j'en ai marre qu'on fait du bruit pour rien. Ouais, donc il n'y a que des gros porcs ici. Peut-être, attendez, je vais un peu couper parce que là, ça me dérange le bruit. Hein. Donc, on se rejoint tout de suite. Donc, voilà, je viens de revenir parce que j'en avais marre qu'on faisait du bruit pour rien. Donc, match pour le titre intercontinental. Edge contre Lance Storm. Il est présent dans le coffret de Edge and Decade of Decadence. Donc, celui-là, ce sera en description directe. Et que le match, formellement épique. Vraiment épique. Et que, si je crois bien, Lance Storm, il avait... soit Christian qui venait à la rescousse, ou alors... Non, c'est pas Christian, c'était... Je sais pas si c'était Chris Canyon ou... je ne sais plus, mais en tout cas, je sais bien qu'il y avait un qui l'aidait pour essayer de remporter le match, mais sauf que c'est Edge qui vient à bout de Lance Storm et qui remporte le titre intercontinental, parce que Lance Storm était champion intercontinental, alors que Lance Storm fait partie de l'Alliance, tandis que Edge, pur WWE. Donc c'est sur ces victoires de Edge. En description, après Michael Cole, interview test et les Dudleys. Voilà, rien de spécial. Liliane Garcia, interview Chris Jericho. Voilà, je vais passer aux interviews. Edge et Christian dans les vestiaires, vu comment Edge est content de son année en 2000 ou en 2001.
Par exemple, il remporte le King of the Ring. Et là, il remporte le titre justement intercontinental. Donc, c'est sûr, il est heureux pour lui. Et Christian aussi est également heureux pour lui, même si je sais bien que ça va leur mener à un match entre les deux. Vu comment Christian est un peu jaloux de Edge, qu'il a réussi autant que lui. Bref, vous voyez quoi je veux parler. Ensuite, Debra et Sean Stasiak dans les vestiaires. Perry Saturn à WWE New York, dans WWE New York. Rhino et Stephanie McMahon dans les vestiaires. Booker T et Shane McMahon dans les vestiaires. Si je crois bien, Shane McMahon lui donne le renommé du bookend. Donc ça veut dire qu'il est autorisé à utiliser son ancienne prise finish, le bookend qu'il avait à la WCW. Même s'il a le coup de pied en ciseaux, mais il est autorisé à faire le bookend. Ensuite, le Rock dans les vestiaires. Bref, ça passe, ça passe, ça passe. Donc j'étais là. Donc un match à 6. Un match à 6. Donc les Dudley Boys, vous connaissez sûrement. Et que attendez. Ils étaient avec Spike Dudley, les APA, avec Molly Holly. Donc ils accompagnaient les APA contre les Dudleys. Et que c'est l'alliance, vu comment les Dudleys c'est l'alliance et la WWE ben, c'est APA. Bon, un match très long. Et je crois qu'ils ont été envoyés par Shane McMahon. Parce que vu comment c'est lui qui gère l'alliance avec Stephanie, donc c'est normal pour attirer les tensions, pour mettre des graines de rivalité dans tout ça. Et que malgré que APA s'est bien défendu, a tout ravagé sur son passage, ils se font quand même avoir par les Dudleys. Et que... c'est les Dudleys qui viennent à bout avec le 3D. Je crois que ce sera sous Farouk qui va subir le tombé. Mais bon. Voilà quoi. 3,40 ce match-là. Bon, pas mal de 3,40. Ensuite... attendez. Je crois que c'est un match champion contre champion. Ouais, champion Cruiserweight de la WCW contre champion Light Heavyweight de la WWE. Donc c'est pour l'unification. Peut-être que c'est Winner Take All. Et également X-Pac contre Tajiri, Yoshihiro Tajiri. Donc ça annonce que ça. Et que peut-être, vraiment peut-être, l'un des deux pourrait partir champion. Et pourtant il nous livre une dynamicité dans le match. Vu comment c'est ultra rapide. Des fois, c'est un petit peu de la stiffité, quoi. Enfin, le côté stiff. Et que, à la fin, vraiment à la fin, c'est X-Pac qui vient à bout de Tajiri. Donc, c'est lui qui bat Tajiri pour le titre Light Heavyweight. Et du coup, ça fait titre Cruiserweight de la WCW et Light Heavyweight. Donc, c'est lui qui remporte tout. Ce match-là, j'ai apprécié, 3,5. Donc là, je suis entièrement d'accord. Ensuite, Chris Jericho contre Rhino. Donc, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste que Chris Jericho, il est du côté de la WWE, tandis que Rhino du côté de l'Alliance. Et qu'il est accompagné par Stephanie McMahon Hemsley. Voilà. Et que vous savez bien que Rhino peut découper quelqu'un en rien de temps. Avec son gore qui t'inspire. Il aura tout fait, vraiment tout fait, Rhino, pour venir à bout de Chris Jericho. Mais sauf que ce sera Chris Jericho qui va en venir à bout de Rhino. Vu comment même Chris Jericho n'arrêtait pas de humilier Rhino. Et quand c'était pas Chris Jericho, c'était le Rock. Et quand c'était pas le Rock, c'était un autre. Même si je m'en rappelle plus des blagues sur sous la poitrine de Stephanie McMahon. Je m'en rappelle que des blagues sur ça. Bref, vu comment il avait aucun respect, il se moquait tout le temps de Stephanie McMahon, quoi. Il aimait bien tacler, comme quoi elle adore se faire tacler.
et je ne peux rien dire ni quoi penser. Donc c'est victoire de Chris Jericho avec un Worlds of Jericho parce qu'il remporte par soumission. Et ce match-là, ben, 3,50. Ah, 3,50, malgré qu'il n'y a pas d'enjeu. Un match qui figure dans le DVD de Jeff Hardy. Voilà. Match de l'échelle pour le titre hardcore. Donc Jeff Hardy contre Rob Van Dam ou Rob Van Dam contre Jeff Hardy. Voilà. Le match qui a été aussi référence et que c'était bon, vraiment très très bon. Il n'y a pas à dire, même dans ce SummerSlam là, il y a un côté très très bon ce show. Il n'a pas, on va dire, bon, il y a quelques matchs où ils sont un peu sous-cotés, mais sinon, cela, ça fait parler d'eux. Et que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, hein, vraiment pas mal. Ils font que des spots sur les échelles. Bref, tout le côté extrême, vu comment les deux, ils sont extrêmes. Jeff Hardy et Rob Van Dam, ce sont des extrêmes à l'état pur, même si on sait bien que ce sont des gros consommateurs de cannabis, ou de type de drogue en tout genre. Mais c'est plus ça et autres, mais sauf que j'ai pas envie de dire tout. J'ai pas envie d'en dire tout. Et que Jeff Hardy voulait remporter le titre Cruiserweight. Le titre hardcore, vu comment il a déjà été multiples fois champion hardcore. Donc il voulait remporter, mais sauf que c'est Rob Van Dam qui vient à bout de Jeff Hardy et qui remporte la ceinture. Donc il reste... non, il reste pas... Il est le nouveau champion hardcore, vu comment le champion c'était Jeff Hardy. Mais c'était lui qui remporte le titre. C'est Rob Van Dam qui remporte le titre. En description. Et un autre match aussi en description. Ouais, parce que c'est dans un match en cage. Pour l'unification titre WWE et WCW. Donc les champions de la WCW, c'était Kane. Kane et l'Undertaker. Donc les frères Destruction. Et les champions de WWE, c'était Chris Kanyon et Diamond Dallas Page, DDP. Donc eux, ils font partie de l'Alliance. Tandis que les frères Destruction WWE. Alors oui, il y a une histoire comme quoi DDP, celui qui est adulé par le public, qui a le côté diamant le plus enrichissant du moment, a, on va dire, un côté stalker, donc un côté voyeur, un harceleur. Donc je m'en rappelle ce scènement, il commençait à filmer Sarah en douce, dans sa maison, dans son jardin, même dans la piscine. Bref, il arrêtait pas de la filmer. On dirait, on va dire, on dirait un maniaque qui photographie ses victimes avant de les tuer. Et que là, c'est pas tout ça, vu comment DDP, lui, il filmait, il prenait des photos de Sarah pour son plaisir personnel. Donc peut-être qu'il se fait des touches, mais voilà quoi. Jusqu'à ce que Undertaker découvre la supercherie. Il voyait que DDP ben, commence à harceler sa femme et qu'il n'est pas d'accord. Il veut lui faire sa fête. L'air de dire tu touches pas ma femme, fais pas de mal, sinon je te casse la figure. Et que on a besoin de protection, que ce soit de Kane ou de Undertaker. C'est pour ça que Sarah doit être protégée contre ces deux énergumènes, même si Canyon ne compte pas dedans, mais bon, il va tomber dans l'oubli, Canyon, et que ça va se régler entre Undertaker, DDP et Kane. De toute façon, ce match il est présent dans le DVD des Frères Destruction, hein. Donc je connais vraiment l'issue de ce match, qui va remporter le match, et que si je me rappelle bien, c'est là où l'Undertaker sort la chaîne pour faire un coup de poing américain sur DDP. Donc il veut tabasser DDP avec la chaîne, et que après que Canyon ait quitté la cage, eh ben il laisse DDP dans son triste sort. Donc il se fait allumer par Kane et l'Undertaker, jusqu'à ce que l'Undertaker décide d'en finir avec le Last Ride Powerbomb, tout en s'adressant à Sarah en disant « Celui-là c'est pour toi bébé, je vais remporter et mettre fin à ce match ». Donc il le fait, il a promis. Et voilà, c'est terminé pour cette, on va dire, courte rivalité. Et pourtant, DDP se fait passer pour le roi des perdants avec cette gimmick. Et que la WWE s'est carrément plantée avec DDP.
Donc c'est... Ah, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Cette gimmick non plus n'est pas bon. Mais bon, en description. Ensuite, match pour le titre de la WWE. Stone Cold Steve Austin contre Kurt Angle. Je pense pas que celui-là il est présent dans le DVD de Stone Cold ou dans le DVD de Kurt Angle. Je ne pense pas, mais j'espère ne pas me tromper. J'espère ne pas me tromper, parce que si je me trompe, oh putain la galère. Mais j'irai quand même vérifier, parce que oui, je suis là pour ça, je suis là pour vérifier. Et que, vu comment Stone Cold veut, on va dire, entretenir l'amitié avec son patron, tandis que Kurt Angle veut s'ajouter à l'amitié avec son patron aussi. Donc finalement, on a deux hommes qui veulent être amis avec le patron, et que le patron ne sait pas choisir entre qui il souhaiterait prendre sous son aile. Donc c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'il les a mis dans un match pour le titre. Et que c'était ultra serré, hein, vraiment ultra tendu. Et que Stone Cold vénère comme lui sait faire, être vénère, et ben il ne souhaitait pas de gagner le match. Car je m'en rappelle à la fin, il voulait se faire disqualifier. Parce qu'il frappe l'arbitre, encore un arbitre arrive, et ben il donne un coup dans les parties de Kurt Angle, et ben il veut se faire éliminer, mais l'arbitre ne le fait pas. Donc si je crois bien, il va se ramasser un stunner. Après, un troisième arbitre arrive. Et cette fois-ci, si je crois bien, il se mange un coup de ceinture de la part de Stone Cold Steve Austin. Alors que Kurt Angle faisait un Angle Slam ou un Ankle Lock. Et ben ce dernier, ben, il résiste. Alors que Kurt Angle est en sang et en transe, vu comment l'énergie du match. Donc il est en furie, il est à bout de lui-même. Il voit tout rouge, Kurt Angle, il voit tout rouge. Et au moment où il effectue le tombé sur Stone Cold Steve Austin, eh ben, l'arbitre de la WCW, Nick Patrick, il va sous le ring. Il voulait le faire tomber, mais il l'a pas fait. Il a dû sonner la cloche en disant que c'est victoire de Kurt Angle par disqualification et que Stone Cold Steve Austin est disqualifié. Bref, ça partait en porte-nawak ce match-là. Vraiment en porte-nawak, alors que Stone Cold Steve Austin s'est associé avec l'Alliance, donc c'est un petit peu normal le favoritisme concernant Stone Cold. Ah ben non, c'est vrai, il est plus ami que Vince McMahon, c'est vrai. Vu comment il a trahi la confiance. Bref, je ne m'en rappelais plus. Et maintenant, le main event, qui est dans le DVD de The Rock, justement. The Rock contre Booker T pour le titre de la WCW. Quel match! Vraiment, quel match! Entre les deux antagonistes, vu comment le Rock, c'est l'homme le plus électrisant du monde du divertissement sportif, tandis que Booker T, c'est l'homme le plus chaud du monde du divertissement sportif. Donc on a affaire à le feu et l'éclair. Et après, qui peut remporter, c'est soit le feu, soit l'éclair. Parce qu'on a affaire à deux électrisants. Et que je me rappelle que lorsque Booker il fait son fameux bookend, Jim Ross ajoute Rock Bottom. Donc il dit Rock Bottom, alors que Polyman à côté de lui, il dit que c'est pas un Rock Bottom, c'est le bookend. Et que Jim Ross, il maintient ses propos, il dit Rock Bottom. Pour lui, il connaît Rock Bottom. Alors que nous, c'est bien du côté des prises de Booker, c'est le bookend, ou alors The Scissor Kick, ou Kick Scissor, donc le coup de pied en ciseaux. Et qu'il dominait sur The Rock, encore et encore. Il le dominait, vraiment du début jusqu'à la fin du match. Il le dominait, pur et simplement. Même si Shane McMahon n'arrêtait pas d'intervenir dans le match. Et pourtant, il va se faire guillotiner par les APA. Je me rappelle lors d'une course-poursuite avec Farrokh et justement Shane, il se fait lariater. Vraiment, il se prend une lariate monstrueuse. Et après, il intervient dans le match, mais il se fait calmer avec un Rock Bottom. Et ensuite, Booker, il fait un coup de pied en ciseaux sur la tête de The Rock. Et qu'il en profite pour faire le spin roully. Et il a fait une grosse erreur en faisant ça, vu comment le Rock, il se relève, il fait un Rock Bottom pour la victoire. Donc victoire de The Rock, c'est lui qui devient le nouveau champion de la WCW. Et ça se laisse clôturer là-dessus. Donc voilà, termine avec ça. Et maintenant,
Voilà, SummerSlam 2002 avec Rock versus Brock. Donc, dimanche 25 août 2002, il est marqué. Oh, quelle affiche en plus, vraiment quelle affiche, ça a vraiment de la gueule. Voilà tout le résumé du match. Quelques bonus également. Ah bah tiens, je vais en parler de ça. Ah, il y a la publicité. Donc ça, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ouais, donc il est en version VHS ou DVD. Donc je décide plus de m'attaquer sur celui-là que le coffret du volume 5, enfin du volume 3. Après ben, le jeu SmackDown Shut Your Mouth. J'aimerais bien essayer de l'avoir celui-là. Je sais pas s'il est bon, mais j'aimerais bien le voir pour une fois. Alors les extraits. Les post-match interviews, donc les interviews d'après-match avec Kurt Angle, Booker T, Goldust, Eddie Guerrero, Rob Van Dam, Brock Lesnar. Après, ben, les deux entraînements, par exemple, Training White The Rock, donc c'est là où le Rock s'entraîne très dur, d'arrache-pied, pour être en forme face à Brock Lesnar. Donc il se donne purement à fond. Et qu'on le voit faire des exercices. Et pareil pour Brock Lesnar, il se donne vraiment à fond, vu comment il sait bien que c'est le match de sa vie face à The Rock. Donc pour ça, il décide de s'entraîner pur et dur. Vraiment. Il s'entraîne comme une bête, tandis que le Rock, ben, il s'entraîne ben, comme un mec déter, quoi, un mec déterminé. L'histoire du HBK. Voilà, donc on se rappelle, ben, il a dû quitter le monde du catch en 1998 cause de blessure au dos, même si on savait qu'il apparaît dans quelques scènements. Voilà, faut pas qu'on nous prenne pour des pigeons, il apparaît dans quelques scènements. Et je crois que ce sera tout bon pour ça, ce sera bénef. Et que, voilà, sa seule histoire, ben, c'était avec Triple H, comme quoi Triple H l'avait trahi. Et du coup, ben, les deux, ils décident de peut-être d'en terminer avec cette mini courte rivalité, même si je sais bien que la rivalité est loin d'être terminée. Voilà. Ensuite, The F5. Alors ça, ce sont les compilations de F5. Je me rappelle, il en a porté sur tout le monde. Il en a porté sur Hulk Hogan, il en a porté sur Rikishi, Mark Henry, Jeff Hardy, Matt Hardy. Il en a porté sur Ric Flair également, Undertaker, peut-être Triple H et The Rock. Bref, il en a porté des F5 quand même. Ensuite, The Making of the SummerSlam commercial. Ah, oui, c'est la publicité pour SummerSlam. Je me rappelle que celle qui jouait dedans, c'était Trish Stratus en tant que vendeuse de glace pour SummerSlam. Et que vous avez ben, le scènement de tournage, et que là, il y a le thriller. Donc c'est Trish Stratus, la vendeuse de glace ultra sexy qui donne des glaces aux enfants. Tout simplement. Après, ben, Sunday Night Heat, interview de Kurt Angle après match, vu comment il en est venu à bout de Rey Mysterio. Il en est venu à bout. Après, ben, je vais passer Shawn Michaels Bite This. Donc, il parle de tout et de rien. Je crois qu'il parle même de Triple H. Tout de suite, directement. Et là, ben, du côté de SmackDown, Brock Lesnar contre Hollywood Hulk Hogan. À SmackDown le 8 du 8 en 2002. Voilà. Ce match est présent dans Here Comes the Pain. Donc, c'est sûr, je le connais quand même. Et que, vu comment c'est l'intrépide de Brock Lesnar qui doit affronter le Rock contre... ben justement, Brock Lesnar lui-même, le Rock contre Brock Lesnar. Voilà, ça rime dans les deux sens. Bref, ça continue un coup que je parle comme ça, mais bon. Et qu'il va venir à bout de Hulk Hogan, il va l'affaiblir, il va vraiment le détruire. Il va détruire le Hulkster comme jamais personne ne l'a détruit auparavant. Et que ce sera le premier à avoir fait soumettre Hulk Hogan, mais sauf que en le faisant évanouir. Donc c'est là où l'arbitre il compte 3 fois le bras qui tombe. Et que Hulk Hogan, eh ben, il saignait de la bouche. Et qu'après, ben, Brock Lesnar, il prend une chaise, il donne un coup de chaise sur le Hulkster.
Et après, on pensait qu'il en a fini. Eh ben non, il n'a pas fini. Il prend le sang du Hulkster, il se le met sous son corps comme si c'était symbolique pour lui, comme si il venait de réaliser l'exploit que personne n'a jamais réalisé. Bref, ce match-là également en description. Et que maintenant, on passe directement à ce match-là. Donc, tout d'abord, je vais voir si c'est ça. Donc, tout d'abord, un match qui figure pas sur la carte. Spike Dudley contre Steven Richards. C'est Spike Dudley qui bat Steven Richards. Voilà, donc 3,10. Un match qui figure dans le DVD de Kurt Angle, ou peut-être de celui de Biggest of Little Man de Rey Mysterio. Mais Kurt Angle contre Rey Mysterio, justement. Dynamique ce match, vraiment dynamique. Et que ils vont vraiment à fond. Beaucoup à fond. Et que ça s'enchaîne dur. Kurt Angle enchaîne des German suplex, tandis que Rey Mysterio, ben, lui, il enchaîne des prises de haut au vol. Donc que des springboards, des prises aériennes. Mais ça n'arrête pas Kurt Angle, qui décide de faire valdinguer Rey Mysterio. Vraiment comme si de rien n'était. Et que après ça, oui, après ça, c'est Kurt Angle qui vient à bout de Rey Mysterio en le faisant abandonner avec un ankle lock. Donc Rey Mysterio abandonne par ce ankle lock. Et ce match en description. Ensuite, Ric Flair contre Chris Jericho. Étonnant de voir les deux là catcher. Pourtant, c'est pas un match qu'on peut voir tous les jours. Un peu comme du Ric Flair Brock Lesnar, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et bien là, c'est pareil entre Chris Jericho et Ric Flair. C'est pas tous les jours qu'on voit ce type de match. Hein. Vraiment, pas du tout. Et que... il y a tellement de trucs à dire. Hein. Vu comment Ric Flair, il a le figure four. Chris Jericho, The Walls of Jericho. Et que... ils veulent nous mener une bonne prise technique. Vraiment, que de la technique, ça va. Que de la technique à la technique. Oui, la technique, comme dirait Bob l'éponge. Mais bon, ça va dans la technique soumission. Et après, si je crois bien, Chris Jericho voulait imiter du Ric Flair. Mais sauf qu'on n'humilie pas le maître de la prise en 4. On ne fait pas humilier comme ça. Et que, après un long moment, Jericho n'en peut plus face à Ric Flair. Et ben, il fait le figure four ou alors il imite justement The Walls of Jericho. On n'a qu'à appeler ça The Walls of Ric Flair. Le mur de Ric Flair. Ou alors la prise en 4. Donc je pense qu'il bague la prise en 4. Et c'est victoire de Ric Flair. Donc ce match-là, 3,50 pour le début de ce match. Ensuite, Edge contre Eddie Guerrero en match simple. Bon, vraiment. Attendez, j'ai vu un truc. Eric Bischoff et Stephanie McMahon discutent de la nuit suivante. RIP Hulkamaniac. Donc c'est la pub comme quoi Brock Lesnar a détruit la Hulkamaniac. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis RIP Hulkamaniac. Ou alors les scènements que je veux parler, c'est WWE Our Session Never Ends. Jamie Noble et Nadia Around the World. Donc, voilà, presque. Ils font le tour du monde. Get the F Out. Si je crois bien, c'est une tête de WWF qui va chez le coiffeur et qu'on efface le F et que le jeu de mots Get the F Out. Donc, faites sortir le F. Enfin, un jeu de mots, peut-être que j'ai pas compris, mais voilà, ils ont mis ça comme ça. Lilian Garcia kicks Howard Finkel, White is Earth. Bref. Ça, c'était pour les bonus. Donc, entre ce match-là, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Que des trucs que je sais pas quoi vous dire. Sauf que c'était pas mal. Vraiment pas mal entre Eddie Guerrero et Edge. Et qu'ils nous sortent pas mal de bons spots. Et que c'est presque du 4 étoiles ce match-là. Même si c'est pas un des matchs qu'on entend forcément comme le meilleur. Et pourtant, ils font de bons matchs. Hein. Ils font du bon taf. Mais c'est pas non plus le classique de chez classique. Hein.
et que malgré tout, c'est Edge qui vient à bout de Eddie Guerrero. Je crois qu'il le bat avec le Hip Plant DDT ou alors le Spear pour en venir à bout de ce latino totalement vénère qui est Eddie. Bref, ce match-là, 3,60. Je mets 3,60 ce match-là. Ensuite, les Un-Americans, donc Christian et Lance Storm contre Booker T et Goldust pour les titres par équipe justement. Et c'était Christian et Lance Storm les champions. Donc ils défendent leur titre contre l'équipe dorée enflammée, parce que l'or c'est Goldust et le feu ben, c'est Booker T. Et vidéo très très longue, hein. Je vous ai dit ça pourrait durer 1 heure, mais là c'est vraiment 1 heure et quelques. Hein. Donc c'est pour ça que je me dépêche un petit peu. C'est les Un-Americans qui battent Booker T et Goldust direct. Donc c'est eux qui battent. 3,40 ce match-là. Ensuite, ben, un match qu'on n'a pas toujours beaucoup vu. Rob Van Dam contre Chris Benoit pour le titre intercontinental. Le champion, c'était Chris Benoit, himself. Et match brutal, beaucoup de technique. Et il y avait aussi une tension entre les deux. Vu comment, même dans le passé, il y avait une petite tension, mais après, ça s'est calmé. Parce qu'il vaut mieux que les choses se calment. Mais ça ne les a pas empêchés de collaborer ensemble. Parce que leur collaboration n'est pas morte. Loin de là. Et que Chris Benoit, je me rappelle qu'il voulait en finir avec le Creeper Crossface. Tandis que Rob Van Dam, lui, voulait en finir avec le Spring Light et Moonsault. Ou le 5-Star Frog Splash. Et ben malgré tout, il en revient à bout avec un 5-Star Frog Splash sur Chris Benoit. Et c'est lui le nouveau champion intercontinental. Pareil au même niveau que Edge et Eddie Guerrero. 3,60. Je mets 3,60. Ensuite, Undertaker contre Test. Match simple. Voilà. Et que des matchs qui enchaînent. Vraiment que des matchs qui s'enchaînent. Et que je me rappelle peut-être que Test a failli faire une connerie. Oui, il a failli faire une connerie. Il a failli se briser le cou. Ou alors il a failli briser les vertèbres de son adversaire, que c'est l'Undertaker. Mais heureusement que l'Undertaker le positionne correctement pour éviter que Test se fait très mal, ou encore l'Undertaker se fait très mal. Pardonnez-moi, j'ai bâillé. Ou encore il se fait mal. Donc c'est pour ça que il a dû sauver son partenaire, même si je me rappelle Chokeslam, Big Boot, etc. Mais à la fin, c'est l'Undertaker qui a le dernier mot avec le Last Ride Powerbomb. Donc c'est au moment du Last Ride Powerbomb où Test a failli peut-être comme il pire. Mais il a été sauvé miraculeusement. Donc pour ça, chapeau Deadman pour son côté professionnalisme. Respect éternel en tout cas. Et ce match-là, 3,50. Voilà, 3,50. Et après, plus que 2, c'est terminé. Match, aucune sanction entre Shawn Michaels et Triple H. Donc c'était un combat de rue. Et que, vu comment Shawn Michaels est bien de retour, et qu'il a montré qu'il n'a rien perdu de sa superbe, car il a encore des prises qu'il garde encore dans son arsenal, qu'il compte les dégainer à tout prix, pour montrer qu'il n'est pas rouillé, et qu'il veut faire payer les multiples agressions qu'a fait son meilleur ami Triple H. Vu comment Triple H avait agressé vicieusement Shawn Michaels, et que ce dernier ajoute HBK est mort, regarde la réalité en face, Shawn, la vérité c'est que le game, donc le joueur, t'as bien eu quoi. Donc ils veulent montrer à quel point que Shawn Michaels n'est que une réplique du passé, et que le présent ben, c'est Triple H, et qu'il faudra l'accepter comme ça, que ce soit dans le beau côté ou dans le mauvais sens. Ça fait aucun doute. Donc combat très intense, hein. Vraiment ils nous ont utilisé les objets, et que si je crois bien, Triple H a fini en sang. Ouais, il a fini en sang complètement, alors qu'il voulait faire du gros dégât à Shawn Michaels. Il voulait faire que du gros dégât, lui faire une souplesse sur la poubelle, se faire ramasser un coup de poubelle dans la figure, une couvercle de poubelle.
où encore essaie de briser les reins de Shawn Michaels. Un rein qui a été meurtri. Donc, heureusement qu'il a eu un chiropracteur miraculeusement pour avoir un dos qui résiste maintenant au choc. Et il faudrait qu'il fasse attention aussi les chocs violentes. Voilà. Et que Triple H, malgré qu'il était ensanglanté et qu'il était presque à bout de solution, il voulait battre Shawn Michaels avec le pedigree. Mais il se fait contrer, il se fait prendre en petit paquet. Et du coup, c'est victoire du HBK. Et après, Triple H attaque en traître avec un coup de massue. Et là, il assassine Shawn Michaels en direct. Pas qu'il a tué pour de vrai, mais il l'assassine vu comment ce geste est totalement assassin de Triple H. Donc, c'est comme s'il avait tué Shawn Michaels. Et du coup, le vainqueur, il finit dans une civière, tandis que le perdant, il part encore sous ses deux jambes et qu'il ricane au moment où il se fait embarquer. Bref, c'est un sadique, hein, vraiment un sadique. Hein. Bref, c'est pas hyper cool de sa part. Mais bon, ça se termine pour Triple H et Shawn Michaels, même si je sais que ça n'a pas terminé. Vu comment on connaît le premier Elimination Chamber de l'histoire, et qu'on le connaît tous. Et maintenant, le main event, parce que le match là, j'avais noté, et je vais le noter en description. Donc, Brock Lesnar, accompagné par Paul Heyman, à l'époque, contre Le Rock. Donc, c'est pour le titre incontesté de la WWE. Et ça démarre fort. Hein. Donc, Le Rock relance la machine avec des claques du peuple, encore des claques du peuple, tandis que Brock Lesnar lui fait parler sa puissance. Vraiment, il fait parler que sa puissance. Il veut montrer qui est le plus destructeur entre lui et Le Rock. Et du coup, c'est Brock, le plus destructeur. Il va le malmener durant tout le match. Vraiment le malmener. Ou encore, il veut faire comme il avait fait avec Hulk Hogan. Lui broyer les côtes et l'estomac pour qu'il perde connaissance. Donc il voulait exactement le faire. Mais ce sera peine perdue, vu comment Le Rock... il se relève miraculeusement, il s'en sort tout. Il va le faire tout. Hein. Des Samoan Drop, des Rock Bottom, des People's Elbow. Il n'arrive pas à venir à bout de Brock Lesnar, tandis que je me rappelle qu'ils faisaient tous les deux un double sous carpé et que même Brock Lesnar a fait du rock. Il a fait aussi un Rock Bottom, ou alors on a qu'à appeler ça un Brock Bottom. Mais ça passe pas. Sharpshooter de Le Rock sur Brock Lesnar, mais sauf que Brock Lesnar ne va pas abandonner. Et que Le Rock, si je me rappelle bien, il s'occupe du cas de Paul Heyman. Donc il met KO Paul Heyman en faisant un Rock Bottom sous la table des commentateurs. Voilà, mais il n'en a pas fini avec Brock Lesnar. Tentative de F5 manquée, tentative de Rock Bottom contrée. Et si je me rappelle bien, là c'est le Brock Lesnar qui va venir à bout de The Rock. Et que c'est lui qui aura le dernier mot. Il fait un ultime F5 et c'est victoire de Brock Lesnar. Et il devient pour la première fois champion incontesté de la WWE. Et c'était le plus jeune champion à seulement 24 ou 25 ans. Ouais, peut-être 24 ou 25 ans. Mais en tout cas, c'est lui qui est venu à bout de Rock et que ça s'achève ici. Et que moi, j'en ai fini avec ces reviews-là. Donc, voilà, c'est terminé. Pas d'autres questions, si ce n'est que ça a été pas mal. Bon, très très long pour vous, mais bon, je vois que ça approche au niveau des 2 heures. Et bon, j'en suis pour rien, je m'en excuse. Et que voilà, j'ai tout récapitulé ce qu'il y avait dans les SummerSlam. Voilà, tout, vraiment tout. Et que ça a été très long. Et que c'est tellement chaud, hein, vraiment, tellement chaud. Et pourtant, on n'est pas en été, mais bon. Ça a été très chaud pour moi de faire ces reviews-là. Alors que c'est peut-être la première fois, ou alors c'est peut-être pas la première fois que je fais ça, mais faut dire, s'occuper des trucs comme ça, c'est tellement chaud. Bon, je vais aller droit au but. Les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble, et interview également, je lui mets
4,80. Voilà, je mets 4,80 pour les 3 là, directement. Et que quant à moi, je mets fin à cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review vous aura vraiment bien plu et que cette vidéo vous avez vraiment bien aimé. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous laisse. Je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye.